Dans cette vidéo, un t-shirt dégueulasse. Il est de toute beauté, hein. Logo Tesla, je crois qu'il y a un Tesla derrière aussi. Ouais. Un départ Le Mans. Il faut mettre la ceinture, hein. Ah merde, la ceinture elle vient pas. Et des consos mesurés. La voiture à consommer. kWh au 100. Ah oui, c'est pas mal. Bonjour et bienvenue pour un nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est... La E3008. Bon, on attaque par la fiche technique directe. La E3008, elle est donnée pour un WLTP de 529 km avec sa batterie de 73 kWh qui est du NMC. Tout ça sur une traction. En tout cas pour la version d'essai aujourd'hui, il y a une 4 roues motrices qui arrivera plus tard. Au niveau de la puissance, donc là elle est donnée pour 213 chevaux, soit 157 kW. Le couple c'est 343. À savoir que donc la version sport, on va dire 4 roues motrices, sera donnée pour 326 chevaux et 509 Nm de couple. 509 Nm de couple. Ce qui lui permet donc en tout cas à cette version entrée de gamme si on peut dire, de faire le 0 à 100 en 8 secondes 7. Donc c'est... Voilà. Non, c'est pas... par rapport à quelqu'un qui vient d'une thermique, qui roule là et ça part quand même. Ouais, et par rapport à quelqu'un qui roule en électrique, il va dire ouais bon. c'est bon. Voilà. On verra ça sur la route. Elle a une Vmax de 170 km/h. Donc Ouais. ça, bon, ça c'est genre standard. Et ça, tant qu'on peut rouler à 130, 140, 150, je dirais qu'on garde son permis, donc ça va. Par contre, c'est son poids où ça pique un peu. On est quand même à 2183 kg. Je crois qu'à titre de comparaison, le Scénic, on est en dessous des 2000. On est à 1008 quelque chose. Elle pèse 300 kg de plus que la Scénic, qui a une batterie de 87 kWh contre 73. Au niveau de la recharge, donc là c'est du standard. Elle charge en 11 kW de série et elle a une option 22 kW, mais on n'a pas trouvé le prix sur la fiche technique. En DC, elle charge à 160 kW en pic et elle a un temps donné par le constructeur de 10-80% de 40 minutes. Mais nous, de notre expérience, quand on a fait le test du Tour de France avec cette voiture, avec nos potes youtubeurs, voilà, on a été plus à des temps qui étaient proches des 50 minutes, parce que 40 minutes c'était plus du 20-25%, 80%. Voilà, moi j'ai fait un 23,83 je crois en 41 minutes. C'est ça. Le prix de base de cette voiture c'est 44 990 €. Donc là on est quasiment sur le modèle de base dans la version qu'on essaie aujourd'hui. Ouais. Elle est à 46 990 €. Il y a 2000 € d'options qui sont le e-cockpit, parce que en fait de base il y a des écrans plus petits, il n'y a pas la petite barre de raccourci que vous verrez dans la vidéo après, il n'y a pas grand chose en fait. Faut prendre cette option, faut prendre le Drive Assist qui est à je sais plus... Ah oui, le cockpit c'est 790 €, le Drive Assist à 1620 € et la pompe à chaleur qui est à 800 €. Il n'y a pas de pompe à chaleur. Et on l'a oublié de le préciser, elle est montée en 19 pouces. Là, c'est la version la plus efficiente, en fait, qui correspond au 529 WLTP. Et tractable. Et ça, du coup, tu l'as pas mis? Alors, c'est moi qui fais la fiche, j'ai oublié de mettre le poids tractable. Je vous le mets en bas, le poids tractable de cette voiture. Donc, elle peut tracter. Alex, alors le orange, je comprends. Ouais. Le orange Tesla, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Parce que vous avez vu son t-shirt, rapproche-toi de la caméra, va montrer cette orange. Donc là, j'ai un logo Tesla d'ailleurs qui est de toute beauté, hein. Le logo Tesla, je crois qu'il y a un Tesla derrière aussi. Ouais, il y en a partout. En fait, c'est pas que j'ai changé de crèmerie, hein, pas du tout. Hein. Mais un abonné lors du Electric Fan Day qu'on a fait à la Dès de Bûche, en fait, est venu avec sa fille et c'est sa fille d'ailleurs qui m'a offert ce t-shirt. Donc ils l'ont fait spécialement pour moi. Et je leur ai dit, très bien, je le porterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, le défi est relevé. Donc regardez bien parce que c'est la seule fois que je porte ce t-shirt. Voilà. Il m'a dit qu'après, ce t-shirt partirait pour le jardinage. Voilà. Donc le Ioniq 28 Challenge. C'est quoi? C'est un protocole de mesure de consommation de voitures électriques. On part avec deux voitures, donc la voiture qu'on teste et la Ioniq 28. Toujours la Ioniq 28. Et c'est une comparaison directe? Ce n'est pas une comparaison directe, évidemment, ce n'est pas les mêmes voitures, mais elle est là pour être le maître étalon dans tous les essais conso. Donc on fait un parcours de ville, un parcours de route, un parcours d'autoroute. À la fin de chaque parcours, on relève les consos des deux voitures et surtout on mesure la différence de consommation entre les deux. En pourcentage. C'est ça qui fait le classement. Et à la fin, on remet cette voiture à charger à 100%. On compare l'écart de consommation entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne nous indique réinjecter pour la remettre à 100%. Du coup, c'est comme si on avait comparé cette voiture avec toutes les autres voitures qu'on a déjà comparées. Et le tout fait un classement sur notre site lachaînev.fr que vous verrez en fin de vidéo. On voudrait remercier Peugeot Latest pour le prêt de cette 3008 électrique. Merci Peugeot, elle a 5000 km. Voilà, merci à eux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que déjà comme ça vous ne ratez aucune de nos vidéos. Et deuxièmement, ça nous permet d'avoir un petit peu de crédibilité qui fait que on nous prête des voitures, on peut avoir des voitures, des nouveautés. Et bien sûr, rejoignez-nous sur Instagram parce que c'est sur Instagram que tout se passe. On diffuse des news sur la voiture électrique, des news de la chaîne, des news d'Alex. Donc c'est la plateforme de news. Alex. JC. J'ai l'impression que l'heure est grave. Effectivement.
Nous avons déjà fait quelques kilomètres avec une 3008, une version Oui. GT. Ouais. C'était le Tour de France, on en a parlé tout à l'heure. Et dans cette vidéo, tu as dit... Au final, moi, cette 3008, pour moi, il n'y a rien de particulier qui fait que je voudrais prendre cette voiture. Et moi, j'ai dit, j'ai vraiment adoré faire des longs trajets avec cette 3008, sincèrement. Donc, je pense que c'est plutôt moi qui vais la Oui. conduire. On y go? Allez. Allez. J'ai pas la clé. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, et bien nous voilà à bord de la Peugeot 3008. Alors, est-ce qu'elle va consommer moins que la Renault Scénic, Alex? Moi, je dis que non. Allez, on se met en mode Ioniq 28 Challenge. Donc déjà, température extérieure 23 degrés. On s'est levé à 5h30 du matin pour pouvoir être dans la zone. Et il fait déjà 23. On remet les consos à zéro. On appuie sur ce bouton-là pour afficher les différents trips. Et ici, on est là. On appuie longtemps, on remet à zéro. C'était déjà fait. Bon. Le drive mode ici, on se met toujours en mode normal. Drive mode, quand tu montes, tu passes en sport, en normal, en éco. Là, hop, 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 hop. Donc nous, on se met en normal. Au niveau de la régène, on se met toujours à la régène la plus forte. La régène, enfin, Peugeot a viré son mode B dégueulasse pour faire comme les meilleurs, c'est-à-dire des petites palettes ici. Je ne sais pas si on les voit. Des petites palettes au volant, plus ici, moins ici. Donc quand j'appuie sur moins, ici, hop. Et c'est inversé. Attends. Quand j'appuie sur moins, ici, j'augmente la régène. Et quand j'appuie sur plus, ici, je réduis la régène. Bon. Et bien sûr, la climatisation. Donc ici, on se met à 22 degrés en mode auto. Alors, il y a 3 modes auto, un peu comme dans la Scénic. Donc, mode auto soft, middle ou fort. Nous, on va se mettre en soft parce que sinon, ça fait un peu de bruit et ça va gêner les micros qui marchent. Les micros marchent et j'ai lancé l'enregistrement. Allez, j'appelle Alex. Apple CarPlay. Il y a Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ça, c'est cool. Hé, Jean-Christophe. Allez, on y va? Allez. Il est 7h du matin. Ouais. Alors, je passe en drive ici. C'est ici pour passer en drive en marche arrière. On a que ça à faire le dimanche matin, se lever à 5h pour aller essayer une voiture. Il y en a, ils partent à la pêche, nous, on part essayer des voitures. Enfin, je préfère essayer des bagnoles que partir à la pêche, perso. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous allez à la pêche. Le mec qui cherche à avoir des commentaires à tout prix de toutes les communautés qui pourraient regarder. Vous êtes pêcheur, regardez la chaîne V. Donc, on est parti. La première chose, Alex, à 100%, j'ai eu un message qui me dit que ma régène est limitée. Donc, à défaut de le tester, au moins elle l'indique, quoi. Elle l'indique. Bon, Alex, on a des palettes au volant. Ouais. On n'a plus le mode B. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ah bah, c'est quand même carrément trop cool. Est-ce que du coup, les différents modes de régène, il y a roue libre jusqu'à régène 3, c'est comme les autres? Ouais, non, je pense pas que ce soit de la roue libre. Je pense que c'est une petite régène. Tu peux pas aller en roue libre. Ok. Et t'as essayé de voir si ça conservait après redémarrage ou pas? Ouais, ça conserve. Okay. C'est-à-dire que si tu es en régène 3, que tu éteins ta voiture, tu rallumes ta voiture, tu es toujours en régène 3. Là, je viens d'avoir un écran régène limité. Mais pour tous ceux qui s'inquiètent et qui disent que la voiture, du coup, elle va surconsommer en ville, non, la régène est assez forte pour la ville. C'est plutôt pour la route que ça pose problème. Donc, moi, il y a un truc que je voulais dire rapidement. C'est qu'il n'y a pas de one pedal sur cette voiture, malheureusement. Il n'y a pas de one pedal, ok. Mais, et je l'avais déjà dit dans la vidéo Electra. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre vidéo des jeux Electra et d'ailleurs toutes les vidéos de la série. Ouais, c'est une vidéo qui n'a pas très bien marché alors qu'elle est trop cool. On voit Alex se perdre, c'est trop drôle. Je passe le péage, je suis en train de doubler une voiture et là, en fait, il fallait prendre à droite. Et évidemment, j'ai pas pris à droite. Et donc, il y a un truc qui est super sympa, c'est que quand tu lâches la pédale de frein sur cette voiture, donc ça se met en rampage, donc la voiture se met à rouler toute seule, comme les boîtes automatiques traditionnelles, et ben la voiture démarre vraiment tout doucement. Il n'y a pas un bondissement comme sur la Scénic. Et du coup, pour faire des manœuvres, par exemple, c'est vachement plus agréable qu'une Scénic, quoi. Ou même que la Ioniq 28 qui a plus tendance à aller rapidement à 10 km/h, tandis qu'elle, elle va aller tout doucement à 7. C'est vrai que moi, ça m'avait pas marqué. Ben, on avait fait de l'autoroute en même temps, tu vois. Ouais, mais même en arrivant aux bornes ou quoi, ça m'a paru naturel, effectivement. Donc, comme toutes les voitures récentes, cette voiture répond aux normes européennes de sécurité avec le fameux avertissement de dépassement de survitesse que tu connais bien, Alex. Donc ici, quand tu dépasses la vitesse, tu as un tout petit glouloung et il est hyper faible en fait. C'est-à-dire il est vraiment pas gênant, tu peux le garder. Et si tu veux le supprimer, il faut que tu cliques ici sur ADAS. Dans Fonctions ici, il y a toutes les fonctions d'aide à la conduite et tu peux mettre l'alerte de vitesse excessive ici en favori, ce qui fait que dans tes raccourcis là, tu l'as là, tu le désactives
et tu confirmes. C'est chiant parce qu'il faut confirmer à chaque fois. Mais bon, c'est assez simple à enlever. Ça va. Bon, au niveau du confort, siège et ensuite suspension. Alors là, on est sur une version allure. On a essayé aussi la version GT avec des super beaux sièges en cuir. Je trouvais qu'en version GT, c'était hyper confortable. Les sièges, mais ils sont mortels. Là, dans l'allure, c'est un peu plus dur. On est plutôt sur du 2 tiers dur, 1 tiers mou, tu vois. Ouais, je vois. Et niveau suspension, alors moi, je trouve que la suspension, elle est plutôt raide. Je trouve pas ça hyper confort. Par contre, il y a un beau toucher de route, on va dire. Mais en même temps, la voiture, elle se vautre un peu dans les virages, elle prend du roulis. Ce qui fait que tu as un peu à la fois l'inconvénient des suspensions dures, mais sans avoir l'avantage d'une voiture qui vire bien à plat, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est au niveau de la iX2, tu vois, où on n'était pas trop d'accord. C'est un peu entre les deux, tu vois. Ça gloung un peu par moment, quoi, du coup. Ça gloung un peu. Et en plus, au niveau de la performance à l'accélération, qu'est-ce que t'en penses? Donc elle fait 210 chevaux et elle est très lourde. Voilà, ce qu'on aime dans les voitures électriques, c'est quand ça part. C'est d'avoir ce petit sentiment de puissance et de couple. Et là, on est sur des sensations un peu supérieures à ce que serait un thermique diesel et encore. Mais c'est très mou. Si tu veux un peu de sensation, faut se mettre en mode sport et encore, bon voilà. Et c'est une traction, donc c'est toujours pareil. Alors ça le fait moins que sur la Scénic, je trouve. Mais quand tu accélères un peu fort, tu as cette sensation dans le volant de passage du couple. Bon, je préfère les propulsions et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, ou les 4 roues motrices. En électrique, il y a tellement de couple qu'il y a des sensations dans le volant qui sont pas toujours super agréables, quoi. Bon, là, ça peut être un des points forts, en tout cas pour ceux qui apprécient la voiture. T'en penses quoi de l'habitacle et de l'ergonomie C'est au goût de chacun en fait. Moi je trouve que c'est bien fini, les matériaux sont pas mal. Là on est dans une allure, on n'est même pas dans un truc haut de gamme. Et là même tu vois au niveau du genou ici c'est moussé là. Là c'est du plastique. Ouais non mais au niveau matériaux c'est pas mal. Au niveau ergonomie j'aime pas trop. Ça me fait penser à une Kia EV6. Ouais, un peu trop accidenté. Ouais voilà, c'est très accidenté. T'as une grande console centrale avec des boutons un peu partout. Enfin torturé, c'est plus torturé qu'accidenté en fait. De toute façon l'ergonomie, il y a des gens qui détestent Tesla avec son écran central, moi j'aime bien. Il y a des gens qui aiment pas les voitures avec plein de boutons. Quand c'est bien fait, moi j'aime bien. Donc chacun il trouvera son compte. Là il faut aller voir la voiture en concession, mais que ça soit sur l'écran ou sur les boutons, l'ergonomie elle est pas folle. Le passage de vitesse ici, c'est loin, autant le mettre ici ou au volant. Mais là, il faut aller le chercher loin. Là, c'est des boutons de ventilation, des givrages et tout. On aurait aimé, par exemple, les sièges chauffants ou monter et descendre la température directement ici, parce que sinon, il faut aller dans des menus et tout. Bah, en fait, c'est marrant que tu parles de le V6 parce que, en plus, ce petit écran tactile d'accès rapide, c'est une nouvelle ergonomie en fait. J'ai pas vu ça trop sur d'autres voitures, à part justement le V6 qui avait fait l'écran LCD qui change en fonction de mode chauffage ou l'autre mode, là, je sais plus ce que c'est. Mais je trouve que ça a quand même du mal à convaincre. Je trouve que c'est pas mal, ce petit truc de raccourci. Mais je trouve que les boutons sont trop gros et qu'on aurait pu mettre plus de choses intéressantes. Par exemple, pouvoir lancer les sièges chauffants directement par là ou régler la température de la clim directement par ici. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu appuies sur n'importe quel bouton et hop, tu peux le changer. Ah, je peux pas le faire en roulant. Mais quand tu appuies longtemps sur un bouton, eh ben, tu peux ensuite choisir un autre menu et tu peux faire vraiment la barre de raccourci que tu veux, quoi. Non mais on voit qu'il y a eu un travail sur l'ergonomie sur cette voiture et d'ailleurs on peut parler du système. Il y a eu un travail fait pour pouvoir en tout cas personnaliser tous les écrans à ta sauce. Le problème c'est que le rendu, quand on regarde l'écran là, c'est pas très beau, quoi. Ça fait un peu vieillot. Alors ok on peut tout personnaliser mais le choix des polices, le fond, c'est pas très net, c'est pas très clair. Heureusement en tout cas on a Apple CarPlay et Android Auto sans fil, donc tu récupères quand même une ergonomie sympa avec toutes tes applis et tout. Et je voulais dire un truc à propos de la régène. Là on est en ville, je trouve que la régène est très bonne. C'est pas comme avec les 208 en mode B où on se disait même là c'est faible. Je trouve ça très bien, moi. On voit quand même que Peugeot travaille et que on se rapproche un peu des standards que les gens qui roulent en voiture électrique aiment. Bon voilà, il y a des points positifs. J'essaie de t'en trouver, Alex, des points positifs. C'est pas parce qu'elle a des points positifs qu'elle a un critère spécifique qui fait que j'ai envie de la prendre par rapport à ce qu'il y a sur la concurrence. Bon, on arrive à la fin du trajet de ville. Eh ben, tu sais quoi, Alex? C'est très bon. Mais non, mais je crois que j'ai fait un record là. Ça me paraît hyper bas. J'ai presque envie de te le dire tellement j'ai un gros doute. T'es pas à 7 quand même. Non. Ah bah voilà, donc ça va. Alors, on est à l'arrêt. Je suis en parking. Quand je me suis mis en parking, ça a pas mis le frein à main. Je l'avais déjà dit. Non, quand t'éteins la voiture. Non, regarde, je crois que regarde. Là, je l'enlève. Là, il y est pas, j'ouvre la porte. Ah non, c'est quand t'éteins la voiture. C'est pareil. La poignée de porte, là, ici, elle est un petit peu inclinée comme ça. Tu sais, l'endroit où tu as ta grippe pour fermer. Il est incliné comme ça, ce qui fait que quand tu tires,
Et la porte, vu qu'elle est lourde, c'est pas bien. Bref. Avant d'aller plus loin, est-ce que les vitres arrière... Ah, d'abord, non, compète de vitres. T'as oublié le sens. Compète de vitres et ensuite les vitres arrière. Allez, 3, 2, 1... C'est fou comme cette voiture est hyper rapide pour ouvrir les vitres. Non mais c'est dingue. Parce que quand t'arrives au drive au McDo, bah t'as envie de vite ouvrir ta vitre. La dame, elle tend ton double cheese, t'as pas envie d'attendre 2 heures, bordel. Surtout que ça va tellement vite au McDo, t'attends jamais. Bon, on regarde si la vitre arrière s'ouvre complètement ou pas. Je dis à peine un coude. Oh, c'est bien. Non, viens. Il faut être précis, Alex. Installe-toi à l'arrière et mets ton coude à la fenêtre et dis-moi si c'est possible. Là, je touche, mais ça me gêne pas, c'est pas coupant. Ah, mais si, je suis en sang, mince. Bon, c'est validé. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah maintenant, on va peut-être faire la route. Bah, retourne dans ta voiture parce que... Ah, je cours pas derrière? Non. C'est pas, je sais pas, on est dans les JO, tout ça, mais j'ai dit peut-être qu'on ferait marathon. Alors, cette vidéo sera diffusée longtemps après les JO, mais... Ah, mais... C'est tourné pendant les JO. Allez, on passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Alors pour info, moi je suis monté de 0,2. Donc ça compterait les consos à l'arrêt a priori. Allez, c'est parti. Qui c'est qui part en premier? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit Shifumi. Shifumi Battle. Il n'y a pas le puits. Ah putain, Shifumi. Oh! Tu sais que c'est le y a pas de puits qui m'a incité à faire ça. J'ai fait non mais il y a pas de puits, il me dit ça pour pas que je fasse pierre. Il a gagné. Donc je pars devant, même si ça n'a aucun intérêt, aucun avantage, mais juste pour le plaisir d'avoir éclaté JC au Shifumi. Peut-être que c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos. Là on part sur la route et donc il y en a un qui part devant et l'autre qui part derrière. Et au milieu de la route on intervertit. Et on fait un Shifumi pour savoir qui part en premier, mais ça n'a aucun intérêt. Bon, donc je pars devant. Je vais quand même filmer les caméras arrière. Donc la caméra arrière, c'est pas une dinguerie, surtout de nuit. Mais bon, c'est quand même pas mal quand on tourne le volant. Hein. Voilà, la caméra arrière, elle est comme ça, j'avais pas passé la marche arrière. Quand on tourne le volant, la caméra tourne pour montrer les angles. La définition, elle est pas dingo. Mais après, tu peux voir l'avant, le côté pour voir tes pneus. Là, on voit le pneu avant. Comme ça, tu vois bien si tu bouffes sur le trottoir. Pareil de l'autre côté. Et l'arrière. Bon, ça fait le job. Bon alors, on se met au régulateur de vitesse ou pas? Allez. Notre 3008 Allure est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif, mais il n'est pas équipé du Lane Assist. Mais on va pouvoir vous en parler parce qu'on l'a testé lors de du trip Electra spécial jeu. On appuie ici pour activer le régulateur adaptatif. On appuie ici pour le lancer. Ici en vert, il y a la vitesse du régulateur, donc 76 km/h alors qu'on doit rouler à 80. Si j'appuie sur OK, le petit bouton ici, ça me dit, est-ce que tu veux que je passe à 80 km/h qui est la vitesse que j'ai détectée au panneau? Je rappuie sur OK et boum, ça me met à 80. Ça, c'est plutôt pas mal. Dès qu'il y a un changement de vitesse, il y a marqué, est-ce que tu veux changer, passer de ta vitesse actuelle à la vitesse des panneaux? Tu fais OK et tu passes à la vitesse. Ça, c'est plutôt cool. T'as pas besoin de faire plus, moins à chaque fois qu'il y a un changement de vitesse. Et l'affichage OK, je sais plus, il reste tout le temps où il y a bascule possible ou c'est quelques secondes seulement après la bascule? C'est quelques secondes après la bascule, mais quand tu appuies sur OK à tout moment, il te dit, ah, est-ce que tu veux changer? Tu rappuies sur OK et ça change. D'accord, donc au pire, tu fais double OK quoi. Tu fais double OK, exactement. Le régulateur adaptatif, il est plutôt cool, il marche plutôt bien. Il a tendance à freiner un peu tard, mais bon, ça reste correct. Mais par contre, je me pose une question, si t'as pas le OK, tu peux quand même le faire ou pas? C'est-à-dire faire plus moins? Non, je parlais d'un autre OK en fait. Ah, si t'as pas le OK, genre, comme ça? Voilà. Oh putain. Eh, un peu d'humour ne fait pas de mal. Voilà, c'est ça. Qu'on peut configurer par contre qu'elle s'adapte toute seule au panneau sans qu'on ait besoin de faire OK? Non, c'est une adaptation au panneau qui est manuelle, jamais automatique sur cette voiture. Il n'y a pas d'ajustement de la vitesse quand il y a un rond-point, comme pourrait le faire la Scénic par exemple. Si tu arrives à 80 dans un rond-point, il ne va pas ralentir pour rentrer dans le rond-point à 30, il va prendre le rond-point à 80. Ce qui fait que tu es décédé. Ou tu es très très fort avec ton volant à ce moment-là. Mais... On parle un peu du Lane Assist. Vas-y.
Donc là, il n'y a pas de lane assist dans cette voiture. Mais il y a un pack drive assist qui rajoute donc le lane assist. Et le lane assist, il est très très bien. Donc on ne pourra pas le tester sur notre autopilote challenge, vu que celle-là n'a pas. Mais sur l'autoroute, franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt cool. Après, il y a Julien et Max qui me disaient que selon les conditions, quand il pleuvait ou autre, que c'était pas toujours sans défaut, on va dire. Quand il pleuvait beaucoup, il marchait plus quoi. Néanmoins, franchement, c'était plutôt cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce long trajet. J'ai trouvé que la voiture, elle était vraiment top au niveau des aides à la conduite. La voiture, on en reparlera sur l'autoroute, mais c'est pas mal. Et en plus, avec la 3008, tu as un volant capacitif. Ça aussi, c'est une belle évolution de Peugeot. Donc là, vraiment, à ce sujet-là, rien à dire. Bon, au niveau conso, on voit que je pilote une armoire normande. Sur la route, c'est moins bien qu'en ville. C'est stylé quand même de conduire une armoire normande. Je suis en train de t'imaginer au volant d'une armoire normande, je t'avoue. Là, tu m'imagines au volant d'une armoire normande et tu te dis c'est stylé. Je te vois assis sur le, tu sais, dessus, tu vois, à l'air libre, tu vois, avec des lunettes, limite les fous du volant là, tu vois, avec une tige de colonne de direction qui dépasse de l'armoire normande. C'est épuisant. J'allais dire les cheveux au vent, mais bon, je voulais pas jusque là. Tu vois. Oh putain, et en plus, attaque sur le physique. Waouh. Bon, allez, on arrive à la fin du trajet route. Je te coupe la parole parce que c'était en train de partir dans un truc complètement irrespectueux. Donc, on a échangé les positions au milieu de la route. On a fait nos petits 25 km là. On va pouvoir tester le diamètre de braquage de la 3008. Et là, je te dis tout de suite, c'est une tuerie. Enfin, c'est rayon de braquage, on dit, mais. Bon, c'est pareil, un diamètre au rayon. Il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre, c'est tout. Oui. Regarde bien, hein. Regarde! J'ai une Citroën Ami. Ah, ça tourne vachement bien, par contre. Non, je te bloque là quand même. On se met en position plan photo, quoi. Non, position départ, 24 heures du Mans. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Tu sais qu'on se met de l'autre côté de la route. Tout à l'heure, au lieu de faire un Shifumi, on se met de l'autre côté de la route et le premier qui part, il a gagné. Bon, bref, attends, conso. C'est vrai qu'on fait des tests conso, j'allais oublier de faire la photo. Ouais, c'est bizarre, hein. Bon, eh bien, écoute, moi, au niveau de l'agrément de conduite, très bien. La régène est bien. L'accélération, elle est douce. Donc, je valide. On va dire que t'en es pas déçu pour le moment. Mis à part un point très important, tu peux pas lui reprocher grand-chose à cette voiture. Mais, il n'y a rien qui... Tu vois? Oui, c'est ce que je te disais. Moi, c'est pour moi, chaque voiture électrique peut avoir un critère qui fait qu'on a envie de prendre cette voiture parce qu'il y a au moins ça qui est différenciant, qui nous fait ça. J'aime bien ça par rapport à l'autre. Là, dans celle-là, je trouve qu'il n'y a rien qui fait que il y a ce critère qui fait. Il y a ça qui est pas terrible, mais il y a au moins ce truc-là que j'aime bien. Par exemple, je vais prendre un exemple, la Scénic. Avoir Android Automotive, c'est vraiment un plus. Qui peut être un critère différenciant qui fait qu'on veut ça. Quand tu rentres dans une Tesla, il y a toujours un effet waouh, il y a toujours cette espèce de plus produit de l'écran, de la supercharge, etc., machin et tout. Hyundai, ça charge en 18 minutes. Les Kia EV6, les Ioniq 5, les Ioniq 6. C'est vrai que celle-là, t'as pas de point incroyable. En fait, c'est une voiture électrique, quoi. Voilà, c'est une voiture. Tu sais quoi, je sais que dans les commentaires, il va y avoir du bashing, parce que 1, c'est français, et 2, on va en parler, elle a un énorme défaut cette voiture. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est une voiture sympa. Et les gens qui achèteront cette voiture, à partir du moment où ils ont pris conscience qu'il y a un point négatif dont on va parler dans 5 minutes, ils seront contents. Qu'est-ce que c'est ce point négatif que tu nous teases depuis tout à l'heure, JC? Suspense! C'est quoi? Eh ben, tous ceux qui achèteront cette voiture en connaissance de cause, ils seront contents de cette voiture. C'est une bonne bagnole. Mais voilà, bon, allez, on passe à l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. On a le droit de laisser la porte ouverte ou pas? Ouais, bah oui. Du coup, on pourra tester la rapidité d'exécution de mise en route du drive. Qui c'est qui donne le départ? C'est si je fais ça. Ah, c'est bien ça. Donc là, il est en train de jeter une feuille en l'air et dès qu'elle touche le sol, on part. Il faut mettre la ceinture, hein. Ah merde, la ceinture, elle vient pas. Mais démarre! Pourquoi tu pars pas? Non! C'est important, je me suis fait avoir par la ceinture. Hein. En fait, j'ai accéléré et elle a accéléré mollement. Je croyais que j'étais pas passé en drive, en fait j'étais en drive. Bon, j'ai pas compris. Putain, je suis monté à 140 pulsations par minute là. Ah, putain, tu m'as gagné au Shifumi et à la course. C'est ma vidéo en fait. C'est abusé. C'est un peu dangereux quand même. Comme... Non, à ne pas refaire.
Bon, on est parti sur l'autoroute avec ma brique roulante. Alors attends, j'essaie de te visualiser dans une brique roulante. Et alors, c'est stylé? Bah j'ai du mal à construire les roues, du coup j'ai mis des roues en bois dans mon esprit, tu vois. Ok, la famille pierre à feu. Donc, on peut dire que cette 3008 donc n'est pas très aérodynamique avec sa calandre qui fait 1 mètre de haut. Si vous regardez cette vidéo en étant un débutant dans la voiture électrique, sachez que sur autoroute, l'aérodynamique est très importante. L'aérodynamisme est très importante et très important, l'aérodynamisme. Le monologue interminable. Alors là, c'est horrible. Donc, l'aérodynamisme est très important pour avoir des consos qui sont basses. Et quand même, si tu veux avoir un peu d'autonomie sur l'autoroute, le mieux, c'est que ta voiture consomme peu. C'est logique. C'est ça. Donc, du coup, avec cette 3008, on est plutôt mal parti pour avoir une belle conso. Et en plus, elle est aussi assez haute de garde au sol. Pareil, une voiture la plus basse possible aussi, limite la traînée, on va dire. Alors, je voudrais dire un truc, il y a un défaut sur cette voiture. C'est pas le défaut dont on vous a parlé, c'est un petit défaut. Derrière l'écran, là, il y a une grille. Je sais pas à quoi elle sert, je pense que ça doit être des enceintes. Et en fait, dès qu'il y a du soleil, tu vois cette grille dans ton pare-brise. Et ça me saoule les voitures où il y a ça. Et là, je vois Alex dans une grille perforée en fait devant. Alors, c'est pas horrible, mais c'est gênant. C'est quand même en plein dans la vue, quoi. Alors, on attaque l'autoroute. Bon, tu peux aller au boulot sur l'autoroute, mais ça, on s'en fout. L'autoroute, c'est quand même pour faire des longs trajets. Alex, les longs trajets, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne voiture électrique qui font des longs trajets? Moi, le critère numéro 1, c'est une recharge rapide. Parce que rester plus de 25-30 minutes quand on recharge, on sait qu'on considère que c'est trop long. Et du coup, on va peut-être parler du défaut de cette voiture enfin, donc je te laisse en parler, JC. Eh bien, le gros défaut de cette voiture, c'est sa vitesse de charge. Elle est donnée, je crois, pour en gros 40 minutes pour un 1080. Sachant que nous, on a fait le tour de France avec cette voiture à 4 youtubeurs, enfin à 4 chaînes YouTube. Max BLD, Simplement Julien, nous et Tesla Geek. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a réussi à faire un 1080 en 40 minutes. Moi, personnellement, j'étais plutôt à 42, 43, 44, quoi. C'est vraiment pas son point fort. Et on peut dire quand même qu'en 2024, sortir une nouvelle plateforme électrique avec une batterie qui charge en plus de 40 minutes, c'est quand même un peu difficile. Il y a quand même moyen d'améliorer un peu la donne, plutôt que faire un 10-80%. Nous, de ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est très long à partir de 60%. Donc faire un 10-60 ou un 10-70 maximal, mais en gros, il faut vraiment pas aller à 80 si on veut faire un long trajet le plus rapidement possible. S'arrêter à 60, je suis pas sûr que tu aies 200 km. Ah ouais? Ah ouais. Du coup, au final, tu te retrouves comme une 208 en fait pour faire des longs trajets rapidement en fait. Bah, on verra. Une fois qu'on aura les consos, en se basant sur la vitesse de charge, on pourra établir un temps pour faire 1000 km avec cette voiture et on verra. Je pense qu'on va pas être terrible au niveau du temps, quoi. Bon, sinon, pas de préconditionnement batterie sur cette voiture. A priori, une espèce de préconditionnement automatique qui fait que dès que tu roules, ça chauffe la batterie et la batterie est toujours en bonne condition. À vérifier en hiver. Autre évolution Peugeot qui est quand même intéressante, on a un planificateur dans cette voiture désormais. Donc le planificateur, on n'a pas pu l'essayer pour voir si les pourcentages estimatifs étaient bons, etc., etc. Néanmoins, il a le mérite d'exister, de te donner un pourcentage à l'arrivée, un pourcentage à l'arrivée à la station et jusqu'à quel pourcent tu dois remonter pour pouvoir continuer ta route. Donc peut-être qu'on fera un battle de planificateur, un de ces quatre avec la 3008 et d'autres voitures concurrentes. Ça serait cool. Sinon, je voulais te parler d'un truc. Le régulateur de vitesse sur l'autoroute. Moi-même, je conduis une voiture dont le régulateur de vitesse ne sait pas accélérer quand on double, ça rend complètement dingue. Quand tu es à 80 derrière un camion, que tu mets le clignotant et que la voiture n'accélère pas assez fort, la 3008, elle accélère, c'est magique. Ça marche trop bien, ça, pour le coup. Donc juste pour préciser, la Tesla aurait accéléré, c'est juste qu'elle accélère trop mollement. Avec l'option Drive Assist, vous avez un changement de ligne automatique. C'est-à-dire que quand vous mettez le clignotant, vous faites OK ici et la voiture change de voie toute seule. Moi par contre, ça ce côté OK, je trouvais ça très dommage. Même si, là j'ai refait le test ce matin avec ma Hyundai, où là il y a aussi le changement de voie auto. Et sur Hyundai et d'autres marques, c'est parfois un peu lent à changer de voie. Tu mets le clignotant et là elle va le faire, mais vraiment tranquillement, sans prendre de risque. Alors que là, j'ai trouvé ça naze de devoir appuyer sur OK. Mais quand on appuyait sur OK, elle le faisait
direct quasiment. Il y a vraiment pas de... Je l'ai trouvé plutôt réactive. Donc je dirais que c'est un défaut, mais en même temps, ça marche bien. Moi, il y a juste un truc que je reproche par rapport à ce bouton OK. C'est un bouton que tu utilises beaucoup quand tu es en conduite autonome, on va dire, à la fois pour modifier la vitesse de ton régulateur et pour faire les changements de voie. Et c'est un tout petit bouton qui est mal placé. Je trouve qu'il tombe pas vraiment bien sous la main. Quand tu conduis comme ça, faut aller le chercher comme ça. Voilà, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un point d'ergonomie en moins, quoi. C'est marrant parce que d'un coup, je viens de penser à un truc. Je veux changer de voie à gauche, je fais un coup de palette, ça met le clignotant, ça change de voie. Je veux aller à droite, un coup de palette droite, clignotant, ça tourne à droite. Bah oui, parce que quand tu es sur l'autoroute au régulateur adaptatif, les palettes, tu t'en sers pas. Bah ouais. Tu changes pas la régène. Et ben voilà, attention, attention. Ça a été diffusé sur YouTube. Si vous êtes constructeur de voiture et que vous voulez implémenter ça, faut payer des droits, des royalties à Alex. C'est pas une idée de génie, franchement. J'ai trop envie d'avoir ça là. On appellerait ça le Alex Automatic Driving. Non, le Palex. Waouh. T'as fait une école de marketing, non? Grave. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire si vous aussi vous voulez l'option Palex dans votre voiture. Attention, hein, c'est Palex, c'est pas Alex. Si vous voulez pas Alex, ne le dites pas dans les commentaires, c'est pas très sympa quand même. Ça serait dommage de pas t'avoir dans la voiture, t'es tellement un bon guide pour pas se tromper sur la route. Bon, là, on est sorti de l'autoroute. On fait demi-tour et on revient dans l'autre sens. Et on va changer de position à la même occasion. Et donc, toujours pas de tapas, Alex. Les tapas sont là-bas, regarde-les. Elles nous appellent. Moi, je préfère les crêpes quand même. Oh, puisque c'est comme ça, je te double. Espèce de breton, va. Bon, allez, on est arrivé. Bon, bah, la conso, elle est ultra bonne. Ah ouais? Bah oui. De toute façon, là, on est vraiment dans les conditions optimales. Hein. En tout cas, elle est aussi bien performée, la Ioniq 28. Après, ce sera ajusté pour rééquilibrer par rapport à la moyenne de la 28 par rapport au test d'aujourd'hui. Enfin, on récapitule tout ça en fin de vidéo. Non, super bien, vraiment. Donc, j'avais lu un petit peu partout que la conso de la 3008 était inférieure à celle du Scénic. Et là, en plus, on a la version en 19 pouces. Donc là, c'est la version optimale pour avoir la meilleure conso. Voilà. Et ben, vu l'aéro de ce truc, à voir ce que j'ai là devant les yeux et que tu n'as pas et que tu ne sais pas, tiens, voilà. Et ben, c'est bien. Tiens, je raccroche. Ah. Hey! Et moi, je raccroche aussi, tu vois. Hop. Ah, sympa. On a fait la ville, on a fait la route, on a fait l'autoroute. Maintenant, on passe à la régène, on va mesurer ça. T'as emmené ton télémètre? Oui. Super. Toujours pro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va mesurer la régène de cette voiture. Important parce que Peugeot, c'était vraiment caca avant. Ah, t'es content de l'avoir calé celui-là? Ah, j'ai dit caca! Et on va voir si avec les palettes et la nouvelle plateforme, c'est mieux. Bon là on est arrivé donc à notre spot pour faire le test de régénération avec les voitures. Donc là JC va partir avec la 3008, il va se mettre au régulateur à 80 km/h mais on le voit pas, là il nous fait coucou mais on le voit pas, ça y est on le voit. Et donc il va arriver à 80 km/h avec le régulateur. À mon niveau il va couper le régulateur pour aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc là cette voiture n'a pas le one pédale, donc sur les derniers mètres c'est lui qui va freiner, mais il va faire un freinage normal. Et le but c'est de mesurer la distance que la voiture met pour faire 80 km/h à l'arrêt complet. Nous, une bonne distance pour une conduite normale à une pédale, c'est qu'elle fasse entre 120 et 150 mètres. Et pour mesurer cette distance, on utilise un télémètre laser, c'est un télémètre de golf, donc de mon point jusqu'à la voiture. Donc là, je me mets en place. Ok, on est à 80, je passe devant Alex. Hop, il coupe le régulateur. Et maintenant, je freine parce qu'il n'y a pas de one pédale. Donc j'attends qu'il soit à l'arrêt. C'est bon, Alex a levé la main. Moi, je pense qu'on est à 120 mètres. Ça, c'est un très très bon point. Bonjour, vous êtes de la DDE? Ouais. Mais des deux Tesla. Hein. Des deux Tesla. C'est nouveau. C'est quoi ce concept? 131. Très bien. Bon, et bien maintenant, on va se recharger. On va se recharger pourquoi? Pour mesurer la différence entre ce que la voiture nous dit avoir consommé et ce que la borne va réinjecter pour la remettre à 100%. C'est parti. Ah, je vois un énorme truc orange au milieu de la route là. Waouh, ça fait mal aux yeux. Putain, parce que ça me gêne pour faire mon stationnement, ce t-shirt. Ouais. Eh mais c'est JC! C'est JC! Eh JC! Laissez-moi tranquille. Bon, je me gare. La caméra de recul, on l'a déjà vue. C'est pas une merveille. Mais on est plus sur le mode des 208, à savoir une reconstruction au fur et à mesure de ce que la voiture voit derrière. Non. Pour avoir une espèce de vue 360, là ça va. Allez où? On est garé. Allez, moi ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour. Et bien voilà. Donc nous sommes montés sur des jantes 19 pouces, un petit peu aéro, comme on dit. C'est dingue que 19 pouces ce soit la petite taille maintenant. En fait. Ouais, c'est dingue. Et je trouve, en plus, vu que les pneus sont à flanc large, ça fait des roues énormes. Et t'as vu, c'est des jantes qui ressemblent beaucoup à celles de la Scénic. Et si tu regardes à l'avant, ça ressemble aussi beaucoup à la Scénic quelque part. À la base, c'est un peu le même designer qui a fait les deux. Bon,
La 3008, il y a un autre designer de chez Peugeot après qui a continué le projet, mais on sent une inspiration Gilles Vidal qui était chez Peugeot, qui est parti chez Renault et qui donc a fait un peu de la 3008 et la Scénic. Quel puits de science quand même ce JC. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on regarde s'il y a un petit frunk à l'avant? Regardons. Je dirais que non. Alors il faut tirer ici 2 fois. Une fois pour déverrouiller, une fois pour redéverrouiller, j'ai l'impression. Ah, et là on peut le lever sans avoir de... Ah, je me disais, les vérins ils sont pas très efficaces. Ouais, y a pas de vérin. En fait il n'y a pas de vérin. Je m'attendais, te connaissant, je m'attendais à ce que tu aies déjà levé et qu'ici il y a un dessin fait déjà. Genre un truc comme ça là. Bon bref, il n'y a pas de frunk, mais on est d'accord que là il y a un peu de fond. On pourrait presque mettre un petit cache en plastique pour mettre un câble. Ah oui, oui. Un câble là. Si dans la Unix 6, j'ai pas plus que ça de profondeur dans mon boîtier. En fait, ce truc plastique là, s'ils avaient fait rebiquer sur les côtés, en plus, t'as même beaucoup plus de place que dans. ça pourrait dans faire un le voiture. grand frunk comme ça, très long. Ouais. On regarde le coffre. Alors nous, on a la version allure, donc évidemment pas de coffre électrique. Et il n'a pas donc sur cette version. sur cette version parce que c'est une version allure. Donc le coffre, qu'est-ce que t'en penses? C'est correct, hein. Je Franchement. pense que c'est plus grand. Ça me donne l'impression que c'est plus grand que sur le Scénic. Et en plus, c'est quand même sympa d'avoir la séparation en 3 parties. Du coup, tu peux faire. Alors, Trapaski, mais aussi parfois quand on va à Leroy Merlin, on a une barre, un truc à transporter, c'est souvent pratique. Et t'as 2 petits rangements sur le côté. T'as un double fond et qui est d'ailleurs de hauteur. Parce qu'on peut voir qu'en bas, on peut le mettre en version tout en bas aussi. Voilà. Attends, attends, c'est fort. En version tout en bas, t'as encore le rangement en dessous. Hein. Et là, t'as un plancher plat, je suppose. Salut. Hey, mais t'es dans le coffre. Eh. Et on peut baisser ça. Ah, mais du coup, dans le plancher plat, c'est si tu le mets à la hauteur au-dessus, en fait. C'est ça. Et Il là, faut le mettre à la hauteur au-dessus. Là, plancher plat. Je le fais. Et là, t'es plancher plus ou moins plat. C'est quand même pas mal. Tu peux le mettre tout en bas, mais il est quand même plat. Et on a toujours la place en dessous, là. Pour mettre un câble. On a, je sais pas, 15 cm 20 cm. Ouais. T'as un truc à dire par rapport à 15-20 cm? Non, je sentais. Je m'attendais à une remarque possible. Le coffre a un défaut. Viens voir. Ah, viens. Voici une merveille de l'ingénierie coréenne. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une poignée ici. Ce qui fait que tu prends, c'est simple. Hein. Et là, il n'y a pas de poignée, il y a une poignée ici. Bah, il y en a même 2 en fait. Ouais, il y en a 2. Mais je pense que c'est pour faire des tractions peut-être. Mais c'est pas pratique. Regarde, c'est pas pratique. Et si tu veux le choper par là, ça glisse, c'est sale. Allez, viens. Toi qui es une grande personne, installe-toi à l'arrière et montre s'il y a de la place. Qu'est-ce que j'ai horreur de ce genre de test? Allez, mais montre. Ouais, la tête. Et pourtant, t'as ta petite houppette et ça passe. Non, mais ça va, il y a de la place. Vraiment, la lumière là, elle t'éclate la gueule. Et tu mets tes pieds sous les sièges? Bon, c'est Ah ouais, même. Ah oui, il y a même. carrément tes jambes. Par contre, sur la version allure, il n'y a pas d'accoudoir central. Ouais, ça peut faire accoudoir. Hein. Sauf que tu dois avoir un petit bruit de roulement avec le coffre du coup. Et bon, sinon, l'intérieur, on l'a vu dans la vidéo, c'est le iCockpit Peugeot. Donc, le petit volant avec la visibilité du double écran au-dessus. Au-dessus du volant. Le double écran, ça fait très Hyundai, très BMW. C'est ce qui se fait beaucoup en ce moment. Moi, je préfère les écrans un peu plus verticaux pour que tu aies plus de place pour les menus, etc. Mais chacun a ses goûts. Et on a un petit tissu là, sympa. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le petit grillage ici derrière l'écran qui crée vraiment un reflet dans la vitre et qui n'est pas très agréable. Donc, la clé de la voiture, elle est plutôt sympa. Et donc, elle a la fermeture par éloignement. Vas-y, éloigne-toi. Au revoir, monsieur. Voilà, sympa. Et quand tu reviens... C'est Monsieur Playmobil, en fait, qui revient. Elle se rouvre. Sympa. On passe à la recharge? Allez. Donc, comme on l'a vu, on a de quoi ranger le câble dans le coffre. Ouais, il faut être balèze. Hein. Heureusement, tu es balèze. C'est ça. Donc, voilà, c'est pas une trappe électrique. C'est sur ressort, assez traditionnel. Elle est mouse costaud. Ouais. Donc, à l'arrière gauche. Ouais. Comme Tesla. Donc le T2, donc la prise T2 comme on le rappelle, hein, c'est la prise en courant alternatif. Et le capuchon pour la prise combo CCS qui prend l'ensemble, donc qui permet d'avoir le courant continu en dessous. Tu sais que j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru. C'est pour la charge rapide. C'est pour la charge rapide, tout à fait. Et là, du coup, il n'y a pas besoin de câble. C'est pour ça que ceux qui disent qu'il faut le câble, quel câble faut prendre, etc. Bah non, pour la charge rapide, il n'y a pas de câble. Il y a ce câble-là pour charger à la limite chez soi ou en ville. Sinon, sur autoroute, il n'y a pas de câble. Voilà. Et on a également un petit bouton là pour la programmation de charge. Alors, j'ai pas vérifié sur cette voiture-là, mais en toute logique, souvent, ça, c'est pour pouvoir soit activer la charge programmée, soit pour la désactiver si on l'a planifiée. En général, c'est pour la désactiver, mais... C'est pas toujours le cas. On est branché côté voiture. Attends, avant de charger, je voudrais expliquer un truc. C'est que quand tu branches ta voiture qu'elle est fermée,
Si tu passes à côté de ta voiture avec la clé, ça l'ouvre et ça Arrête la charge. arrête la charge. J'arrivais pas à le dire. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est pas un problème de première version? J'espère en tout cas, parce que ça, ce serait une aberration. Parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper courant dans l'usage normal d'une voiture, de pouvoir passer à côté de sa voiture quand elle charge, quoi. Ta voiture, elle est sur ton parking, enfin dans ton Bah là, ta maison. là, t'as ton bureau, t'es là. À chaque fois que je passe devant, la charge se coupe. Voilà. Mais dès qu'elle se referme, elle se relance. Ah, quand même. Ouais. Trop bizarre. Bon, allez, allons-y. Ah, mais selon certaines bornes, ça peut poser problème. Donc, on branche côté borne, on badge. Et la charge est lancée. Qu'est-ce qu'on fait du coup si je veux une borne comme ça chez moi? Bah, en fait, on peut aller sur le site lachenv.fr. Dans la rubrique pose de borne, il y a un petit formulaire à remplir et quelques informations assez basiques. Et vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans qui vous proposeront d'installer une borne chez vous. Vous êtes libre d'accepter ou non, c'est sans engagement. Donc pourquoi s'en priver? C'est la chaîne EV. On passe au conso Allez. et je te jure, tu vas avoir une surprise parce que c'est pas mal. Ah. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, ça y est, c'est les consommations. Alors, La raison d'être de cette vidéo. Exactement. Est-ce que cette 3008 consomme moins qu'une Scénic? Est-ce que cette 3008 consomme moins qu'une Tesla Model Y? Nous allons voir ça tout de suite. Alors moi, je pense qu'on est entre l'Y et le Scénic. Voilà. Après, je ne sais pas dans quelle proportion. Bon, on commence par la ville. Tout à fait. Donc on a fait nos 17 km de ville. Et la Ioniq 28 a fait comme une super bonne conso. Parce que j'ai fait 8,4 kWh au 100. La Scénic, lors de notre essai en ville, elle avait fait 13,1. Ouais. Et bien aujourd'hui, la 3008, elle a fait 11,1. Sur un truc comme ça, gros, machin, 2 tonnes et quelque chose, 11,1, c'est pas mal. L'écart entre les deux voitures s'affiche sur votre écran en bas. En bas. En C'est pourcentage. dingue, c'est la technologie C'est la moderne. technologie. Donc sur route, on a fait de 25 km et là encore une très bonne conso, en dessous des 10, 9,8 kWh au 100. Alors, à savoir, on le reprécise, on ne fait pas d'éco-conduite. C'est vrai qu'on le dit plus, mais. Ouais. Et ouais, faut le préciser. Et donc sur la route, ma i3008, on sent que l'aéro commence à taper un peu. On est à 13,4. Ça reste honnête quand même. Hein. On était quoi, dans les 15? Avec la Scénic, Ouais. on était à 14,9. Ça consomme moins que la Scénic. Ouais. On passe à l'autoroute. Donc là, on a fait nos 87 km sur autoroute avec une moyenne de 115 km/h. Ouais. Ouais, une excellente conso Ioniq 28, 15. Alors la 3008, quand on a fait le tour de la France, elle avait consommé 21,5 en moyenne. Ouais. Mais on avait affronté donc un peu la nuit, surtout beaucoup de pluie. Enfin, la nuit ne Ça, fait il pas fait la un peu plus consommation. On fait un peu plus frais. Et là, on est dans les conditions de chaleur, etc. C'est l'idéal absolu. La voiture a consommé 19,9 kWh au 100. Ah ouais, c'est pas mal. C'est super bien. 19,9, c'est super bien. Après, ça va être réajusté, parce que là, la Ioniq 28 a quand même fait une super conso. Non. Ouais, ça va remonter un peu. Ça va remonter. Ouais, elle sera au-dessus des 20, Ça va entre 20 et remonter 21 quoi. Ouais. D'ailleurs, quand est-ce qu'on va savoir ça? Bah là, Bah maintenant. voilà. Là c'est parti, les tableaux. Allez, c'est parti pour calculer les chiffres de conso de la Peugeot i3008 selon notre protocole Ioniq 28 Challenge. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. D'abord, on met à jour les consos moyennes de la Ioniq 28. Donc, on fait une moyenne des consos des 36 précédents essais, plus celui d'aujourd'hui. Ça donne 9,3 en ville, 10,2 sur route et 15,5 kWh au 100 sur autoroute. Et à ces consos moyennes, on applique le pourcentage d'écart de consommation qu'on a relevé pour la Peugeot i3008, à savoir plus 32 en ville, plus 37 sur route et plus 33% sur autoroute. A noter que depuis peu, on ajoute 5% supplémentaires sur l'autoroute parce qu'on a noté que notre parcours avec les échangeurs, il donnait des consommations un tout petit peu en dessous de la réalité. Donc on a appliqué les 5% de consommation supplémentaire sur autoroute à tous les véhicules qu'on a essayé depuis le début. Les chiffres sont disponibles sur la chaîne ev.fr. Bref, ça nous donne les consommations suivantes. 12,3 kWh au 100 en ville, 14 kWh au 100 sur route et 21,7 sur autoroute. Ce qui donne les autonomies suivantes: 593 km en ville, 521 sur route, 336 sur autoroute de 100 à 0%, mais surtout 235 km de 80 à 10% sur l'autoroute, c'est-à-dire entre deux bornes de recharge, parce qu'on le rappelle, charger une voiture au-delà de 80% en charge rapide, c'est pas intéressant. À noter qu'on a recommandé d'arrêter la recharge de la Peugeot 3008 à 60%, et si vous arrêtez à 60%, ça vous fait quand même une autonomie de 200 km pour arriver à 10%, donc c'est pas mal. Nouveau petit tableau, le coût des recharges. À la maison, en prenant en compte la conso mixte et un prix au kilowattheure de 20 centimes, la Peugeot 3008 vous coûtera 3,60 € pour parcourir 100 km. Et sur autoroute avec la conso autoroute et un kilowattheure à 59 centimes, elle vous reviendra à 12,80 € pour
parcourir 100 km. On passe maintenant à la recharge. Donc la Peugeot i3008 nous a indiqué avoir consommé sur l'ensemble de notre test 27,8 kWh. On l'a branché sur notre borne et on l'a remise à 100% et la borne nous indique avoir réinjecté 32,15 kWh, ce qui crée un écart à la recharge de 15,6%. 15,6%, c'est plutôt un bon chiffre. En tout cas, c'est loin des plus mauvais. Si on applique cet écart à la conso mixte, ça la fait passer de 15,6 à 18 kWh au 100, ce qui place notre Peugeot i3008 à la 20e position de notre classement. D'ailleurs, notre classement, en voici un extrait. On voit que la Peugeot i3008 est classée entre la BMW i4 et la MG5. On notera aussi que la consommation de la i3008 est sensiblement égale à celle de la Jeep Avenger, sa cousine de chez Jeep. Donc c'est plutôt pas mal. On a fait une simulation pour voir en combien de temps cette Peugeot i3008 arriverait à parcourir 1000 km sur autoroute. Et on arrive à un temps de 11h12 avec 3 arrêts recharge. Et ça la place en 23e position. Au niveau de la recharge sur autoroute justement, on arrive à une vitesse de recharge de 313 km/h. Donc en gros 313 km rechargés en 1 heure de charge. Et ça, comme on dit, c'est pas foufilou, ça la met en 28e position, sachant que la meilleure, l'Ioniq 6, obtient un score de près de 1000 km/h. Et enfin, dernier tableau, le classement du freinage régénératif. La Peugeot i3008 se classe 10e avec 134 mètres. Ça, c'est vraiment cool. C'est une vraie évolution par rapport aux précédentes voitures électriques de Stellantis, donc bravo Peugeot. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces tableaux, tous ces classements mis à jour en permanence sur notre site, lachaînev.fr. Allez, maintenant, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. 10 pouces en bas, là, c'est sympa. Même c'est possible avec la télé. Ouais. Parce que laisser un commentaire avec la télé, c'est chiant. Ah, c'est bien avec le téléphone. Ouais. Parce que sur la télé, sinon ça fait des traces et tout, c'est dégueulasse. D'accord. On remercie encore une fois Peugeot Lateste pour le prêt de cette 3008, très très gentil. Si vous avez aimé ce t-shirt, mettez-le nous en commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce t-shirt, mettez-le en commentaire. Ça fera toujours plaisir à celui qui me l'a offert. Mais je pense que même celui qui te l'a offert, sait qu'il n'est pas très beau, non? Peut-être pas. Oh merde. Peut-être que lui, il trouve les effets dégradés, l'ombre et tout. Oui, peut-être qu'il trouve que c'est un chef-d'œuvre et que ça se trouve, il est vexé par ce que tu viens de lui dire. Désolé. Voilà. Mais merci encore, parce que ça entier, c'est très touchant, ce genre d'intention. Abonnez-vous, parce que vraiment ça nous aide. Rejoignez-nous sur Insta, parce que c'est là que tout se passe, vraiment. Et également, abonnez-vous à notre autre chaîne, la chaîne EV Test Produit, qu'on démarre petit à petit, si vous vous intéressez à tout ce qui va être batterie, chargeur, panneaux solaires et tout ce qui peut être produit dérivé lié à la voiture électrique en règle générale. Et si vous aimez Sim Racing, il y a encore ma chaîne perso. Et si vous aimez mes enfants, il y a aussi ma chaîne de vacances. Bon allez, salut. À la prochaine pour une autre vidéo, il est temps de s'arrêter là. Salut. Là, on est au McDo, il a son t-shirt. Ouais. J'ai pas prévu de prendre un t-shirt dans le champ. Et il est gêné. Je suis aussi rouge que le t-shirt en fait. T'es un petit fan de Tesla?